Bonsoir. Au sommaire de ce journal, la mort du pianiste Arthur Rubinstein, des réactions souvent passionnées après les propositions sur l'enseignement privé du ministre de l'Éducation nationale, M. Savary, mais d'abord un discours assez inattendu de M. Andropov, le secrétaire du PC soviétique, au cours des cérémonies commémorant le 60e anniversaire de la fondation de l'URSS. M. Andropov a proposé une réduction de plus du quart des armements stratégiques de l'URSS et des États-Unis. 62 fusées anglaises et françaises. Les réactions, bien sûr, se sont succédées au cours de la journée après ces propositions de M. Andropov. En ce qui concerne les armements stratégiques, la Maison-Blanche a réaffirmé sa préférence pour l'option 0. L'option 0, c'est-à-dire le démantèlement de toutes les fusées eurostratégiques soviétiques contre le non-déploiement en Europe des fusées Pershing. Mais le département d'État a par contre jugé inacceptable la proposition de réduire les armes nucléaires soviétiques en Europe au niveau de celles de la Grande-Bretagne et de la France. Madame Thatcher a adopté sur ce chapitre la même position que le département d'État. À Bonn, le milieu politique adopte, lui, une attitude de prudence voisine du scepticisme. Et dans les milieux de l'OTAN, on estime que quelque chose bouge enfin à Moscou. Quant à la France, qui ne fait pas partie de l'OTAN, sa position a été donnée par le ministre des Relations extérieures, M. Claude Cheysson, au cours du journal d'Antenne de Midi. Ce qui me choque, c'est immédiatement d'introduire l'arsenal nucléaire français. Lui a été fait à la dimension minimum. Si nous diminuons cet arsenal nucléaire, il n'a plus de valeur dissuasive. Autrement dit, à ce moment-là, l'enjeu que représente la France devient plus intéressant à détruire que la menace de destruction par la France ne peut détruire à son tour. Nous n'avons donc jamais accepté que les armes nucléaires françaises soient comprises dans le raisonnement, dans le calcul de Genève. À quoi doit-on cette originalité dans le texte du discours de M. Andropov, d'inclure la France dans ce Eh bien, je crains que ce soit un moyen pour détourner la conversation de ce qui est le vrai sujet, à savoir que les Soviétiques, depuis quelques années, accumulent en Europe des armes nucléaires redoutables par leur rapidité et leur précision, qui ne peuvent atteindre que l'Europe occidentale, qui a donc un déséquilibre en Europe occidentale actuellement sur ce plan, par rapport à l'Allemagne, à l'Italie, enfin à tous les pays de l'OTAN non intégrés dans le système de l'Alliance Atlantique. M. Andropov cherche à détourner la conversation de ce déséquilibre. Monsieur le ministre, il va y avoir très bientôt, fin 83, les Pershing américaines sur le sol européen. Malheureusement, ceci peut être nécessaire pour rétablir l'équilibre dont je parlais tout à l'heure. L'équilibre est la clé de la paix. Ce matin, l'agence TASS a repris les accusations du bureau du Parti communiste français sur la falsification de l'information, je cite, par les journalistes de radio et de télévision. L'ambassade du RSS, par ailleurs, a envoyé aujourd'hui une lettre au PDG des 3 chaînes de télévision, leur reprochant la manière dont elles rendaient compte de ce qui se passait en Union soviétique. Les Nations Unies enquêteront sur la situation des droits de l'homme en Pologne malgré l'opposition du gouvernement de Varsovie. Interrogé sur cette initiative, le représentant de la Pologne à l'ONU a déclaré que son pays ne coopérerait pas à cette enquête qu'il juge illégale. Après le discours hier de M. Savary proposant l'insertion du secteur privé d'enseignement au sein du service public, les réactions des organisations catholiques ne se sont pas fait attendre. Elles refusent les propositions de M. Savary et sont prêtes à présenter dans les semaines à venir des contre-propositions. Lorraine Cusin a rencontré M. Guiberto, le secrétaire de la commission permanente de l'enseignement catholique. Ce qui me paraît difficile, vous voyez, c'est d'accepter effectivement que les établissements privés, dans leur gestion, dans leur vie totale, je dirais, d'établissement, soient dirigés par des établissements publics dont le conseil d'administration est effectivement aux mains des puissances publiques, soit l'État, soit les collectivités locales. Vous ne craignez pas, en refusant d'aller aux négociations, de prendre une responsabilité politique? La responsabilité est d'abord celle que nous avons à assumer par rapport à nos établissements et par rapport à la liberté d'enseignement que nous prétendons défendre. Liberté des parents de choisir leur école, liberté des enseignants de le choisir aussi, et de choisir aussi les modalités d'entrée dans cette école. Pourquoi devraient-ils être tous fonctionnaires? En l'état actuel, le texte qui vous est proposé est inacceptable. En l'état actuel, un certain nombre de points nous semblent inacceptables.
Est-ce que vous ne craignez pas aussi qu'il y ait une récupération par les partis politiques? Nous entrons dans une période électorale. C'est pas nous qui avons choisi l'époque. M. Savary fait des propositions, nous disons clairement à quelles conditions nous pouvons continuer. Mais je dirais que la balle maintenant est un peu dans le camp de M. Savary. Est-ce qu'il acceptera ou non des contre-propositions et qu'il acceptera ou non que nous mettions en question quelques-unes de ces propositions telles qu'elles sont exprimées dans ce texte? En France, un élève sur 6 est élevé dans un établissement privé. Et dans un sondage paru aujourd'hui dans le quotidien de Paris, une majorité de Français, 52%, estiment que les établissements privés accordent le meilleur enseignement. Ceci explique peut-être les réactions passionnées après le discours de M. Savary. Ce sujet risque d'être un fer de lance dans la prochaine bataille des municipales. Aussi, les leaders des partis politiques ne cachent-ils pas aujourd'hui leurs opinions? D'abord M. Claude Labbé, président du groupe RPR, puis le socialiste Bertrand Delanoë. Nous avons pris l'initiative, c'est de demander au président de la République, et nous la prenons en commun avec Jean-Claude Gaudin, président du groupe de l'UDF, de nous recevoir. C'est-à-dire que nous permettre de lui exposer ce que nous craignons. Disons très clairement qu'à l'heure actuelle, l'enseignement libre, le pluralisme de l'enseignement est menacé en France, non pas par la guillotine, mais par le garrot. C'est-à-dire que progressivement, en appliquant ce que M. Savary appelle l'insertion, on va étatiser cet enseignement. Et à partir de ce moment-là, très clairement, il n'y aura plus le pluralisme de l'enseignement, c'est-à-dire une des libertés essentielles qui existent actuellement. Alors c'est une affaire grave. Regardons les propositions du ministre de l'Éducation. D'abord, elles sont conformes aux engagements pris par la gauche dans beaucoup de campagnes électorales, et pas seulement de 81. Donc pensons aussi aux gens qui ont voté pour ces réformes. Ensuite, on s'aperçoit que les propositions du ministre visent finalement à revaloriser l'ensemble du système éducatif, privé, public, et de faire en sorte d'harmoniser, en décentralisant, en donnant des responsabilités, d'unifier, en permettant que soit respecté l'ensemble des cultures, l'ensemble des philosophies religieuses. Je crois que c'est une grande ambition pour un pays, c'est l'intérêt finalement de l'ensemble des enfants, ça mérite quand même d'être traité avec un petit peu plus de sagesse. Est-ce que c'est opportun la veille des municipales? Mais si c'est juste, c'est toujours opportun. Les prix de l'essence et du super pourraient baisser d'une façon significative au mois de janvier, selon M. Edmond Hervé, ministre de l'Énergie. Il n'a pas précisé de combien, mais l'on suppose que la baisse se situera aux environs de 10 centimes par litre. La bourse, les valeurs françaises ont baissé de 0,5%. Le dollar chute légèrement, 6,80 francs au lieu de 6,84 francs hier. Quant au lingot, il est également en baisse, 96 950 francs au lieu de 97 250. La Commission européenne, à Bruxelles, a proposé une hausse moyenne de 4,4% des prix agricoles pour 1983 et 1984. Ces hausses de prix sont les plus faibles depuis 10 ans. Le Japon a saisi aujourd'hui le GATT à propos de la politique française restreignant les importations de magnétoscopes japonais. Selon les Japonais, cette décision est illégale. Les assurances vont désormais couvrir les risques d'attentats, c'est-à-dire les dommages immobiliers et mobiliers dus à des actes de terrorisme. C'est ce qu'a décidé aujourd'hui l'Assemblée nationale. Le roi Hussein de Jordanie a rencontré aujourd'hui à Washington le président Reagan. Les conversations portaient sur l'éventuelle participation de la Jordanie et de représentants palestiniens à des négociations de paix au Proche-Orient. Aucune information n'a filtré pour le moment de ces entretiens. Au même moment, le maire de Bethléem, en Cisjordanie occupée, envoyait un appel au président Reagan et au roi Hussein pour les supplier de hâter le processus de paix au Proche-Orient. Par ailleurs, le président Reagan a exprimé l'espoir de l'ouverture de prochaines négociations entre Israël et le Liban sur le retrait des forces israéliennes. Ces entretiens pourraient en effet débuter très rapidement. Les attentats contre les centrales nucléaires sont à l'ordre du jour. Il y a eu d'abord l'attentat contre la centrale nucléaire de Koeberg en Afrique du Sud il y a 2 jours, et puis des révélations du Washington Post selon lesquelles des chefs de l'armée indienne auraient recommandé à Mme Indira Gandhi de faire effectuer un raid contre les installations nucléaires du Pakistan. Des informations démenties, je le souligne, par le gouvernement indien. Mais ceci n'empêche pas que l'on se pose des questions, Georges Leclerc. Est-ce qu'il est possible d'attaquer réellement, efficacement, si l'on peut dire, des centrales nucléaires de l'extérieur?
Alors écoutez, pour vous faire comprendre ce qu'est une centrale nucléaire et ce qui se passe dans un milieu nucléaire, je vous ai préparé un petit film sur un des plus graves accidents qui s'est jamais produit, 3 Mile Island aux États-Unis. Voilà la centrale à l'intérieur de laquelle vont pénétrer ces scaphandriers vêtus comme des cosmonautes. Ils pénètrent plusieurs années après l'accident qui a eu lieu en mars 1979 pour essayer de voir comment on peut réparer l'intérieur. Et regardez comment ils sont harnachés, comment ils travaillent, comment ils sont super protégés. Vous avez vu des portes blindées. Quand ils vont sortir, vous verrez, la voici, une autre porte blindée. Il y a des protections en acier, en béton armé, tout cela pour isoler le milieu nucléaire, le milieu proprement atomique, donc de l'extérieur. Alors ceci vous montre que c'est quand même pas facile et pas évident de pénétrer au cœur des centrales nucléaires. Mais il y a autre chose. Ces centrales nucléaires représentent, si vous voulez, 4 choses. Premièrement, elles coûtent très cher à construire et à faire marcher. Deuxièmement, c'est un symbole de pouvoir, c'est centralisé. Centrale, ça vient bien d'ici, donc ça représente un pouvoir fort. Ensuite, ça représente quand même une grande source d'énergie, donc ça fait peut-être vivre un pays. Et en dernier lieu, c'est très dangereux si ça a un accident naturel ou provoqué. Donc pour tout ceci, on montre que les extrémistes ont envie de s'attaquer aux centrales. Pour l'instant, ils n'ont jamais réussi à rentrer à l'intérieur dans les parties que je viens de vous montrer. Et heureusement pour les habitants autour, parce qu'à ce moment-là, ça serait effectivement très grave, vous aurez de la radioactivité qui serait disséminée. Mais par contre, on a des cas comme celui que vous avez cité, l'ANC, l'organisation contre le gouvernement d'Afrique du Sud, qui a posé 4 bombes. Vous avez, souvenez-vous, la roquette tirée contre Crest-Malville il y a quelques années en France, ou les écologistes allemands qui attaquaient les centrales de Kalkar dans le nord de l'Allemagne. Tout cela, ce sont des symboles que les extrémistes attaquent. Alors, vous avez cité l'Inde. Là, c'est déjà différent. C'est, disons, on quitte le milieu civil pour passer au milieu militaire. Là, je vais vous citer un exemple que vous avez probablement en mémoire. Aux Irak, le réacteur construit par la France près de Bagdad, par donc les sociétés françaises pour les Irakiens, avait été vu par les Israéliens comme pouvant servir à faire une bombe atomique, directement ou indirectement. Donc, ils l'ont bombardé. Et c'est un peu, toute proportion gardée, le même raisonnement qu'on a attribué aux chefs indiens de l'armée de l'Inde en leur prêtant ces propos que vous avez cités. Si le Pakistan veut faire des bombes atomiques avec des installations civiles, où on attend que ces bombes soient prêtes et on risque de les recevoir et d'avoir une guerre atomique, où on détruit tout à l'avance. Bien sûr, c'est un raisonnement qui est complètement disproportionné avec ce qui se passe en réalité, c'est-à-dire un bombardement d'un centre nucléaire, mais c'est pas très étonnant. À 15 jours du voyage du président de la République du Pakistan aux États-Unis, il y a 15 jours, 3 semaines peut-être, qui avait démenti, lui, faire des bombes atomiques. Et ça, c'est normal, tous les chefs d'État qui ont des installations atomiques démentent toujours ce genre de choses. En tout cas, l'Inde a démenti, je le rappelle, les révélations du Washington Post. Il aimait Chopin, il aimait surtout la vie, je crois. Le pianiste Arthur Rubinstein est mort à 95 ans. Je l'avais rencontré il y a 2 ou 3 ans dans sa petite maison à Paris. Il m'avait parlé de toutes sortes de choses et il m'en avait parlé avec passion. Mais je me rappelle qu'il avait refusé de participer à un reportage où pour la première fois depuis la guerre, il serait revenu en Allemagne. Il ne voudrait jamais, m'avait-il dit, pardonner. Quand on le voyait à la télévision ces dernières années, il nous donnait un grand moment. Tout à la... Moi, j'ai voulu tout à la fois. J'ai voulu large, j'ai voulu lire tous les livres, j'ai voulu connaître des gens intelligents, j'ai voulu avoir de l'amour, j'ai voulu voyager, j'ai voulu voir des choses curieuses, des endroits qui ont quelque chose, qui promettent à me montrer quelque chose d'intéressant. Et j'avais cette passion-là, voilà. Jerry Lewis va bien, il vient de subir une opération à cœur ouvert, opération qui aurait parfaitement réussi. Un Français dans les 10 premiers aujourd'hui dans le slalom spécial de Madonna di Campiglio en Italie. Michel Canac termine 3e après de 2 secondes du vainqueur, le Suédois Stig Strang. C'est son premier succès en Coupe du Monde. Inmark Stenmark est 2e. C'était la 2e journée du championnat de basket, ce soir en National 1. Alors voici les résultats sur le tableau que nous allons, je l'espère, voir bientôt apparaître.
La prochaine journée de basket sera le 28 décembre. Voici les résultats sur le tableau. Une grande partie de la France est encore sous l'eau. Le plan Orsec est déclenché dans les Charentes et la situation ne s'améliorera pas avant plusieurs jours. Claude Crespo. Et maintenant, les prévisions d'Alain Gillot-Pétré, prévisions météo particulièrement intéressantes en ce jour de départ de vacances. Ne vous y trompez pas, le soleil sera trompeur demain car le fond de l'air sera froid. Encore quelques giboulées le matin, quelques orages en Corse, mais dans l'ensemble, le soleil brillera abondamment. Attention, Mistral violent, température en nouvelle baisse. Attention, demain, c'est le premier jour des départs en vacances et il risque d'y avoir de nombreux embouteillages. Évitez de partir entre 15h et 21h. L'actualité politique de demain, M. Lionel Jospin rencontre M. Georges Marchais afin de signer l'accord national PCPF pour les municipales. Au CNPF, des rencontres également entre partenaires sociaux pour se mettre d'accord sur l'avenir de l'UNEDIC. Et enfin, un brin de nostalgie avec la vente aux enchères à Londres, dans la galerie Sotheby's, des reliques de l'ère rock. À demain, bonsoir. Bonsoir Martine Laroche-Joubert. Cette soirée de mercredi s'achève, cette soirée de mardi s'achève. Demain, mercredi, ce sera le premier jour de vacances de nos jeunes amis. Alors ils seront très très nombreux à regarder Antenne 2 et nous ouvrirons notre antenne comme chaque jour à partir de midi. À 12h08, ils retrouveront Dorothée, qui est durant toute cette semaine l'invitée de l'Académie des Neuves. 12h45, ce sera l'heure de votre journal Antenne de midi. 13h30 avec Gérard Rolls, le panorama de l'actualité sportive, Stade de midi comme chaque mercredi. Le troisième épisode de la Duchesse Bleue à 13h50 et tout de suite après à 14h, les carnets de l'aventure de Pierre-François Desgeorges. Demain, il s'agira d'un document extraordinaire qui a pour titre Fall Line, un document américain qui a été plusieurs fois primé sur le ski extrême, comme le pratiquent les Américains. 14h35, des dessins animés, Watu Watu, l'alcool grise et Goldorak, Péril dans la demeure. Et à 15h05, nous retrouverons Dorothée et toute l'équipe de Récréa 2. Dorothée qui vous emmènera demain dans son merveilleux royaume. 17h10, Platine 45 et Jackie feront demain la fête avec Alain Bachung, Daniel Balavoine, Charlie Couture, Lio, John Eliwell et bien d'autres encore. 17h40, le magazine animalier d'Alain Bougrain-Dubourg, Terre des bêtes. Les animaux pleurent-ils? Comment faut-il comprendre leur détresse, leur peine? Eh bien, à toutes ces interrogations, des scientifiques, des écrivains, des dresseurs, des compagnons d'animaux répondront différemment. Mais un enfant, Mathieu, nous guidera aussi demain à travers cette découverte. 18h30, C'est la vie. Noël, vu à travers l'équipe de C'est la vie demain. Et puis nos rendez-vous quotidiens de 18h55, le jeu des chiffres et des lettres, les actualités régionales à 19h20 et le théâtre de Bouvard à 19h45. Votre journal de 20h sera présenté par Patrick Poivre d'Arvor. Votre soirée commencera à 20h35 avec un téléfilm qui a pour titre Concert par demain soir, une véritable fête de la musique et de l'esprit au présent, au passé, au futur. Une réflexion aussi passionnante sur les relations historiques et culturelles entre l'Amérique latine et l'Europe. Tout ceci sur des images d'une réelle beauté et aussi sur des musiques de Vivaldi, Handel, Stravinsky, Wagner et Louis Armstrong. Et notre soirée de mercredi se poursuivra à 22h30 avec Baryshnikov on Broadway. Il s'agit en effet d'un film que vous pourrez donc voir demain soir sur le plus grand danseur classique du monde, Michael Baryshnikov, qui fait ses débuts à Broadway et son entrée dans le monde enchanté de la comédie musicale américaine en compagnie de Liza Minnelli.
Et nous nous quitterons après le tout dernier journal présenté par Martin Joubert à 23h25. Voilà, j'espère que ce programme de fête que vous propose Antenne 2 demain vous fera passer de très agréables moments. Le compte à rebours a maintenant commencé. Noël dans quelques jours. Alors pour nos jeunes amis, si vous regardez la télévision ce soir à 7h6,